Bonjour à tous, nouvelle vidéo qui va être très passionnante pour ceux qui s'intéressent aux hiéroglyphes, bien sûr. Pour ceux qui ne s'intéressent pas aux hiéroglyphes, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Ça, voilà. Donc on va s'attaquer aux hiéroglyphes MN, parce que c'est MN, le hiéroglyphe trouvé par l'égyptologie. Et si on rajoute les voyelles, ça donne Amon, Imen. Il est appelé Amon ou Imen. Donc, on fait un petit rappel. À l'origine, il n'y avait pas de voyelles. Donc ça, on répète à X vidéos. Donc l'écriture hiéroglyphique, c'est donc l'écriture consonantique. Donc c'est le niveau 0, ce que j'appelle moi le niveau absolu, le niveau originel, c'est-à-dire l'écriture africaine, les langues africaines. Ça, nous l'avons vu X fois dans nos vidéos. Toujours méthode, toujours structurer ce que vous faites. Donc on répète. Niveau 2, Coran, hiéroglyphe coranique. L'arabe. Niveau 1, plus ancien, Bible. Hiéroglyphe biblique. Grec plus hébreu moderne. Niveau 0, le niveau absolu, l'origine, hiéroglyphe. Ce sont les langues africaines. Donc, vous avez la mère qui est la langue africaine et tout en dessous, en tout cas, en dessous, vous avez toutes ces filles. Le grec, le latin, le tamoul, tout ce que vous voulez. Ok? Donc, c'est la mère qui dit à ses filles comment parler. La mère va parler, la fille va essayer de recopier ce que dit la mère. Mais parfois, la fille, lorsqu'elle va parler, elle va bafouiller. Mais ce bafouillement en question que vous avez sera toujours, entre guillemets, à l'image de ce que va dire la mère. Et donc, c'est pour cela, vous entendez souvent des personnes dire oui, c'est en grec, oui, c'est en arabe, oui, c'est en français, etc., etc. Vous allez voir que si vous comprenez la chose suivante, si vous comprenez que l'écriture la plus ancienne au monde, c'est les hiéroglyphes, tout est basé sur la racine consonantique. Tout est basé sur les consonnes. Donc si vous comprenez ça, vous allez comprendre pas mal de choses. Et aucun mot ne vous sera, en tout cas aucun mot sera obscur. Tous les mots vont vous paraître beaucoup plus faciles. Et entre guillemets, vous allez voir que vos yeux vont commencer à s'ouvrir. Ensuite, méthode pour les hiéroglyphes. Donc on a vu, méthode de Jean-François Champollion. Donc on regarde un hiéroglyphe, on va voir ce que cela nous évoque par nos yeux. Déjà, on va noter, c'est important. Des fois, vous allez voir qu'il y a des hiéroglyphes qui sont compliqués. Des fois, c'est compliqué pour l'égyptologie. Et ça va être aussi compliqué pour nous, parce qu'on n'est pas aussi des surhommes. Si l'égyptologie, des fois, ils ont du mal, nous aussi, on va avoir du mal aussi. Ne vous inquiétez pas. Ok. Et donc, la Bible et le Coran vont nous aider à comprendre la symbolique. C'est très important. C'est ce que nous avons vu dans notre ancienne vidéo sur le terme papyrus. Et la phonétique, l'étymologie, bon, ça, vous avez l'habitude. On a prouvé déjà dans beaucoup de vidéos qu'on va beaucoup plus loin que les savants religieux, que nous allons plus loin que les lexicologues. Donc, bien sûr, on peut même dire ceci, on vous défie, bien entendu, de nous trouver l'étymologie des termes que nous avons évoqués, Ramadan, Inde, en français argot, etc. etc. De toute façon, c'est un boulevard, de toute façon, c'est un grand boulevard. Et ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de vidéos qui arrivent, parce que j'ai beaucoup de questions sur les pays, que veut dire Antilles, que veut dire France, etc. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons. Beaucoup de questions, c'est qui est Dulcornem, qui est Lokma, ne vous inquiétez pas. Nous arrivons, ne vous inquiétez pas. Le terme aussi pharaon, ne vous inquiétez pas. Ça arrive tout cela, mais soyez patients. Soyez patients. Okay. Et vous allez voir, j'ai un petit aparté, vous allez voir que Dulcornem, par exemple, ou Lokman, en fait, c'est marqué. Mais bon, non, pour Dulcornem, c'est pas forcément marqué. C'est
c'est pas évident pour Dulcorname parce qu'il faut avoir les yeux, il faut avoir les yeux ouverts, il faut avoir l'œil d'Osiris entre guillemets. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais bon, bref, peu importe. Donc continuons. L'égyptologie. Donc que dit l'égyptologie? Donc l'égyptologie dit que lorsqu'il y a des hiéroglyphes qui sont associés, par exemple là ça va être le damier, l'eau et la plume, ils disent que voilà, il y a une voyelle, il y a un son qui remporte un peu plus que l'autre, et donc c'est ce son qui va être le son principal. Or non, si l'égyptologie a trouvé MN, dans l'eau il y a MN, dans le damier il y a MN, et dans la plume il y a MN. Car le niveau 0, c'est ça, les hiéroglyphes, c'est des hiéroglyphes qui sont associés ensemble, sont des hiéroglyphes de même son. Donc partout, il y a MN. Ok, mais nous, dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus que ça. Et vous allez voir comment les hiéroglyphes parlent. C'est magistral. On rentre dans le vif du sujet. Donc, les hiéroglyphes de MN, Amon ou Imen, vous voyez, plume, damier, plus l'eau. Après, il y a un OU. Deuxième, il y a un ou troisième hiéroglyphe. Donc dans ces vidéos, je ne pense pas que j'aurai le temps. Ça dépendra du temps que j'ai, mais ça m'étonnerait. Vu que je suis en train d'enregistrer, je ne pense pas que on pourra étudier dans cette même vidéo le deuxième et le troisième hiéroglyphe, la dérivée du terme MN. Ok, donc on va plutôt étudier le premier. Après, si j'aurai le temps, on étudiera le deuxième et le troisième, peut-être dans des secondes vidéos. Ok, donc sans plus tarder, on va aborder Amon, Imen. Source egyptos.net. Pour ceux qui sont intéressés par l'égyptologie, très très bon site. Représentation. Amon pouvait apparaître avec un visage humain ou une tête de bélier avec de grandes cornes. Les symboles d'Amon sont souvent le disque solaire ou les cornes du bélier. Il est associé à l'oie et surtout au bélier, son animal sacré. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi Amon est représenté avec une tête de bélier avec de grandes cornes? Pourquoi le bélier est son animal sacré? Parfois c'est l'oie, mais apparemment c'est plutôt le bélier. En tout cas, il est beaucoup représenté avec le bélier. Donc on va voir aussi l'oie et on va aussi voir le bélier. Pourquoi? Pourquoi? Donc on va voir son hiéroglyphe et aussi sa représentation, le bélier. Pour ceux qui s'intéressent plus à l'égyptologie, on va prendre un peu l'histoire d'Amon. Donc Amon, Amen, Amun, Amon, Amun. On peut aller même plus loin, Amin, Amina, Amona, Mona, etc. etc. Source mythologica.fr. Très bon site également. Donc, était à l'origine le dieu de Thébès, il fut identifié plus tard Ra et nommé Amon-Ra. Le nom d'Amon signifie caché, car nul ne pouvait le voir. Selon les traditions les plus anciennes, Amon s'est créé lui-même à partir du chaos primordial. Mais selon les plus vieilles traditions thébiennes, Amon a été créé par Thoth, comme une des 8 déités primordiales de la création, avec sa padrée Amonette. L'épouse d'Amon fut Mout, la mère, qui semble avoir été l'équivalent égyptien de l'archétype de la grande mère, que l'on retrouve dans de très nombreuses mythologies. Leur enfant était le dieu de la lune, Gunzu. Les attributs d'Amon sont le disque, l'image du soleil, les cornes et le fléau. Il est figuré tantôt avec une tête de bélier, tantôt avec un visage d'humain, portant parfois des cornes de bélier qui naissent au-dessus des oreilles. Il portait en général sur la tête une tiare de plumes ornée parfois du disque solaire. Ces animaux sacrés étaient l'oie et le bélier. Donc voici à peu près l'histoire de Amon, l'histoire de MN, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en égyptologie. Ok. Donc sans plus tarder maintenant, on va commencer à étudier son hiéroglyphe. Le hiéroglyphe M17. Vous voyez I. Donc si vous comprenez bien, et si vous suivez bien nos vidéos, et pour ceux qui sont aussi passionnés comme nous
d'égyptologie, quand vous voyez qu'ils disent que ça veut dire une voyelle, ça veut dire qu'en réalité, ils considèrent ces hiéroglyphes pas importants par rapport aux autres hiéroglyphes. Donc des fois c'est un I, parfois c'est un A. Donc c'est pour ça que des fois on dit Imen, des fois on dit Amen, hein, Amoun, etc. Donc ils disent que c'est un I. La signification, vous voyez, homme, humain, jeu, roseau, fleuri. Mais nous, ce qu'on peut rajouter, et ce que l'on voit avec nos yeux, et à quoi cela nous fait penser, bah, on peut rajouter une plume. Rien d'extraordinaire pour l'instant. Ça peut aussi peut-être représenter les ailes d'un oiseau. Pas non plus extraordinaire. Mais à quoi sert une plume? Bah, ça sert à écrire. Donc automatiquement, quand on voit une plume, ah, ça peut peut-être représenter l'écriture. Effectivement, ça peut représenter aussi écrire. On peut aller encore plus loin. À quoi servent des ailes? Ça peut aussi signifier voler. Et lorsqu'on vole, comment devient-on? On devient léger. La légèreté. Donc vous voyez comment on peut aller très loin, mais on va s'arrêter là. C'est déjà amplement suffisant. On n'utilisera pas la Bible et le Coran ici pour la symbolique, parce que ça va, si vous utilisez la Bible et le Coran, la vidéo ne va faire parler que de M17. Donc c'est pas le but. Donc notre pensée et nos yeux suffisent largement pour ce hiéroglyphe, qui n'est pas un hiéroglyphe entre guillemets extraordinaire, dans le sens où nous ne sommes pas dupés par ce que nous voyons entre guillemets. Hein. Comprenez-le bien. Vous allez voir des fois qu'il y a des hiéroglyphes qui vraiment c'est extrêmement compliqué, rien qu'à la vue déjà ça nous évoque rien. Alors que là, bon, il n'y a pas besoin de la Bible et du Coran du coup là. Mais si vous voulez aller encore beaucoup plus loin, vous tapez roseau dans la Bible et le Coran, vous tapez homme, vous tapez elle, vous allez voir écriture, vous allez voir tous les hiéroglyphes qui sont associés, vous allez voir, ça part vraiment trop loin. Donc nous on va juste arrêter là. Donc M17, homme, roseau, plume, elle, voler, écriture, légèreté, etc. Ok? Donc sans plus tarder, nous allons aller dans les langues hiéroglyphiques. On l'a vu X fois, les langues hiéroglyphiques sont les langues africaines. Donc comment on dit tous ces termes en question? Donc pour l'égyptologie, c'est un I, alors que le hiéroglyphe global, c'est MN. Donc, comme nous l'avions expliqué et nous l'avons vu, logiquement, on devrait retrouver MN dans ce hiéroglyphe en question. En tout cas, le hiéroglyphe M17. Donc, on vous a sélectionné quelques termes, parce que sinon, comme d'habitude, ça va extrêmement loin. Parce que sinon, on peut rester pendant des heures. Donc, Kikongo et Lingala. Pour le terme, on va commencer le terme roseau. Donc, Kikongo, on dit Mbu. Au pluriel, on dit Mbu. M-B-U. Donc, papyrus roseau. Et là, vous voyez, est-ce que vous comprenez déjà là? Papyrus roseau. Papyrus roseau. Qu'est-ce que c'est le papyrus? Le papyrus, c'est, on l'a vu dans notre ancienne vidéo, mais le papyrus servait aux Égyptiens pour écrire des écrits à l'intérieur de cette fameuse feuille de papier. Donc regardez comment les langues hiéroglyphiques vous parlent. Ils vous disent que le roseau est en rapport direct avec le papyrus, c'est-à-dire que le roseau est en rapport avec l'écriture. Donc regardez, rien que nos yeux, rien que notre pensée, directement, on vous met directement dans le bain. Donc nous sommes déjà bons, on est déjà bons. Ok? Ensuite, on a, en Kikongo, on dit roseau, on dit aussi une diadia. Diadia. Donc la racine, c'est Dédé. Ou Madjadja. Diadia ou Madjadja. Ok? Madjadja, c'est au pluriel. Donc Madjadja, roseau, regardez, herbe épaisse. Effectivement, quand on regarde le hiéroglyphe M17, effectivement, ça fait aussi penser à une grande herbe. Effectivement. Et c'est vraiment exceptionnel. Franchement, c'est... Est-ce que... mais j'ai pas l'impression que... vous vous rendez compte de ce que est en train de nous dire
les langues hiéroglyphiques, vous voyez bien que les langues hiéroglyphiques sont en train de vous décrire ce que vous voyez, alors qu'on a cherché que roseau. On a cherché que roseau. Et déjà, on vous explique le hiéroglyphe. Rien qu'ici, on vous dit papyrus, l'écriture. Là, on est en train aussi de vous dire une herbe épaisse. Effectivement, ça fait penser aussi à une herbe épaisse. Donc, quelque chose qui est grand. On aurait pu même rajouter la hauteur, mais la grandeur. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a, Amon, sur sa tête? Il a quelque chose qui pousse sur sa tête. Il a quelque chose qui pousse. Et c'est quelque chose qui pousse, bah, ça peut aussi représenter une grande herbe. Vous comprenez? Oh là là, mais c'est incroyable. J'ai pas l'impression que vous vous rendez compte ce que nous sommes en train de faire là. C'est en train de vous décrire Amon. Bon bref, on continue. En lingala, on dit mon kekele. Écoutez bien, mon kekele. Vous avez entendu? Mon kekele. Et là, on retrouve le MN. Donc, on fait un petit clin d'œil à l'égyptologie. Voici d'où vient votre MN. Mon kekele. Mon kekele. Regardez comment on dit ça. Mon kekele. Roseau, on dit aussi une kekele, koala, etc., etc. Toujours en Kikongo, on dit Lusinzi. Lusinzi. Ça veut dire joue, ça veut dire roseau. Et on dit aussi, excusez-moi si j'ai pas l'accent, excusez-moi. Hein. Donc, on dit aussi Niese. Niese ou Niesi, qui veut dire une belle herbe, un roseau. Niesi, Niesi. Ok, donc voici pour le terme roseau à quoi correspond ce fameux M7. Donc on va prendre les racines que nous donne le terme roseau pour vous montrer que déjà le fameux MN de l'égyptologie, là on va déjà beaucoup plus loin. Donc on voit le MN qui apparaît sur le monde Kekele, mais on voit d'autres racines qui sont en place. On voit le MB de le Mbou, on voit le DD ou le MDD ou le... Vous allez voir de toute façon dans l'étymologie, de toute façon maintenant vous commencez à connaître. On va voir tout ça. Roseau, récapitulons. Roseau se dit Mbou. En Kikongo, Mbou, la racine c'est MB. Souvenez-vous, le B est égal aussi à N. Donc ça donne MN. Donc clin d'œil à l'égyptologie. Clin d'œil. Le MN veut également dire MB dans les langues hiéroglyphiques. Ok? Mbou, MB égale MN. Nous avons également roseau, c'est dit aussi djadja ou madjadja. Madjadja, c'est au pluriel. En jetant le M, ça fait au pluriel, ok? Donc, nous savons que le D est égal au S. Ça, on le sait, vous le savez, ça, si vous suivez nos vidéos. Et même, c'est pas exceptionnel, je pense. Hein. Et nous avons aussi au pluriel MDD, mais quand vous dites le son S ou le son S, c'est comme s'il y avait un seul S ou comme s'il y avait MS. Donc, ça donne S ou MS. Ok? Soyez attentifs. Soyez très attentifs maintenant. Mais ici, mettez pause. Ça va être magistral. Si on rajoute des voyelles A, S, S ou S, peu importe, ça donne quoi? Ça donne Issa. Ça donne Jésus. Ça donne Jésus. Qui veut dire Jésus. Mais que veut dire Jésus? Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu salue. Si vous jouez à des jeux vidéo, pour ceux qui s'y connaissent un peu en jeux vidéo, la vie est représentée par la plume. Est-ce que vous saisissez? Donc Jésus sauve, Jésus salue, Dieu sauve ou Dieu salue, ça veut dire Jésus. Et là, vous avez la signification. Donc la plume veut dire également sauver. Et ça veut dire également saluer. Est-ce que vous voyez la profondeur hiéroglyphique? Est-ce que vous voyez la profondeur hiéroglyphique? Continuons. MS. On rajoute les voyelles. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne Moïse.
ou Moussa. Mais que veut dire Moïse, que veut dire Moussa? Ça veut dire retirer des eaux. Moïse veut dire retirer des eaux. Et regardez, retirer des eaux. Écoutez bien, retirer des eaux. Quel est le hiéroglyphe de Amon? Le hiéroglyphe d'Amon, c'est aussi l'eau. Donc, vous voyez comment les hiéroglyphes vous parlent. Est-ce que vous comprenez les langues africaines, comment elles parlent? Quand vous dites retirer des eaux, quand vous dites retirer des eaux, quand vous voyez un oiseau qui repère sa proie dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il regarde sa proie, il regarde son petit poisson, le poisson nage, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il va le saisir. Il le saisit et ensuite il le retire de l'eau. Donc regardez, c'est l'action de l'oiseau qui a des ailes, qui va dans l'eau, qui arrive, qui prend le poisson et qui le retire. Cette fameuse racine MS. On est en train de vous expliquer les relations qu'il y a, les relations du monde qui est en train de se passer. Est-ce que vous saisissez? C'est extraordinaire. Le hiéroglyphe est en train de vous expliquer le nom de Moïse. Il est en train de vous expliquer également le nom de Jésus, le nom de Issa. En vous donnant la relation entre le roseau, l'aile et l'eau. On a juste cherché le roseau. Mais je ne sais pas si vous saisissez. C'est un pur chef-d'œuvre. Poursuivons. C'était juste un petit clin d'œil. En lingala, roseau se dit mon kekele. Vous entendez? Mon kekele. Mon kekele. Le roseau. Donc le mot au début c'est le 1. Mo kenkele. Mo kenkele. Ok, un roseau. Donc la racine c'est M-N-K-L. En fait la racine c'est K-K-L. Hein. Ok. Sachant que le M c'est comme si c'est le 1, c'est le mot, mon kekele, hein, le mot, et le N, il est nasal, donc on peut tout retirer, le MN là, on peut retirer, donc ça donne KKL, quand on dit KKL, le KK, ça donne, excusez-moi, ça fait KL, vous savez que le K est égal au L, donc ça fait LL, et le L égale au M, égale aussi au N, donc bon, rien d'exceptionnel pour vous, en tout cas, pour ceux qui suivent nos vidéos, qui sont bien sûr... accroître nos vidéos, voilà, donc c'est aussi MN. Mais, il y a un mais, si on rajoute les voyelles ici, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne, ça? KKL, LL, MN. Si on rajoute... Bon, c'est vrai qu'on aurait pu même aller encore plus loin, parce que ça KL, ça peut aussi donner KK, en fait. KK, ok, bon, là, c'est vrai qu'on ne l'a pas noté, mais c'est pas très grave. Donc, KL, qu'est-ce que ça donne? Ça donne colo. Que veut dire une colo? Colo, ça veut dire le très haut. Ça veut dire Dieu. Le très haut. Ça veut dire Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui est en haut. Quelque chose qui est en haut, c'est quelque chose qui sauve. Donc là, on se retrouve avec le terme de Jésus. Ok? Donc la plume, est-ce que vous saisissez? La plume veut également dire, ça on l'avait déjà dit, sauver, mais là vous avez aussi KL qui veut dire Kolo qui veut dire le très haut, celui qui est en haut c'est celui également qui sauve, celui qui est en bas. Ok, mais ça après c'est très très profond, mais c'est juste pour vous dire. Il y a aussi Kaka qui si on rajoute les voyelles, ça donne Coco. Coco c'est l'ancien, le père. C'est exceptionnel. Franchement, ça va extrêmement loin. Poursuivons. Lucinzi, on l'a vu, c'est roseau. Donc la racine, c'est LSNZ. Ok. Mais nous savons que le Z, c'est égal au D. Donc ça donne aussi LSND. Mais SLND, nous savons que le ND, c'est égal au L. Donc ça donne aussi LSL. Comme racine consonantique. Ok. Poursuivons pour le NZ. Au-dessus, nous savons que le N, il est nasal. On peut l'enlever. C'est comme s'il était muet. On peut l'enlever. Ça donne LSZ. Donc LSZ, ça peut donner aussi LSS. Le L, sachant qu'on dit Lucinzi, le loup au début, le loup du début,
C'est un préfixe. On peut l'enlever. Ou si vous voulez, vous pouvez considérer ça comme un H. C'est comme vous voulez, c'est pas grave. Vous pouvez le laisser comme vous pouvez l'enlever, c'est pas très grave. Ça ne change absolument rien à la profondeur du mot. C'est ça que ça veut dire préfixe et suffixe. Hein. Dans les langues hiéroglyphiques, bien entendu. Dans les langues anciennes. Ça ne change en rien le sens du terme. Ok? Ça donne quoi? Ça donne aussi SS ou MSS. On se retrouve également avec la même racine de Ndiandia. Ok? Donc voici pour le thème roseau. Donc les racines qu'il faut sauvegarder. On a MN de l'égyptologie, nous avons MB, nous avons SS, nous avons MS, nous avons aussi SMS, nous avons LSL, LSZ, etc., etc. Donc sauvegardez bien toutes ces racines et on va bien sûr poursuivre. Maintenant la plume. Kikongo. Plume se dit Lusala. La racine, on retrouve ces fameuses racines SLL. Lusala. Kisoni. Plume également. La racine KSN qui vient du terme sona. En sachant que KSN, c'est comme si vous avez LSL, hein, c'est la même racine. Ok? Donc le N est égal au L, hein, bien sûr. Hein, ok? Et le K égale au L également. Lipapou. Lipapou, plume d'avion. Lipapou, le L est égal au R. Ça donne quoi? RPP, on retourne, ça fait PPR. Papier. Regardez, plume d'oiseau, l'Osala. On retrouve l'Osala, LSL. Donc après, on a oublié Congo. La racine KNG. Plumé, Congo. KNG. Mayani, la racine MN. Encore un clin d'œil à l'égyptologie. Ça veut aussi dire un herbe, un poil. Effectivement, lorsqu'on regarde le hiéroglyphe, ça peut représenter une herbe. Mais même, c'est vrai que ça fait même penser à un poil. Regardez comment c'est précis. C'est précis. Nous avons Konya. Konya, Kona, Canaan. Bon, bref, on va pas en parler dans cette vidéo. Mais bon, voilà. KN, KM, bon, KM, bref. Bref, ok. Donc, regardez, dépouillé, effeuillé, effilé, plumé. Konya. Lapi. Bon, après, je sais pas pourquoi j'ai mis Lapi, mais bon, c'est pas très grave parce que là, on avait déjà Lipapou au-dessus. Bon, c'est pareil, bon, c'est pas grave. Donc, Lapi, plume, crayon pour écrire, etc., etc. Racine LP. Donc, récapitulons. Faisons le bilan de ce que nous avons appris sur plume. Nous avons l'Oussala. L'Oussala, c'est la fameuse racine LSL qu'on retrouve également, encore une fois. Nous avons Congo. Ah, une nouvelle racine que nous apprenons. Mais regardez la photo qui est derrière. Que porte Amon? Il porte une couronne. Il est assis, on dirait un roi. Et souvenez-vous, il y a 3 manières de dire entre guillemets Amon. Donc, souvenez-vous, dans le deuxième et troisième hiéroglyphe, vous avez une personne assise qui est, on dirait, couronnée. Et, troisième hiéroglyphe, il y a une couronne. Une couronne, c'est la représentation d'un roi. La racine kanji, on rajoute les voyelles, ça donne king, ça donne le roi. Donc, est-ce que vous êtes en train de saisir ce qui se passe? C'est que juste en cherchant la fameuse plume, le fameux roseau en question, on est en train de vous décrire Amon. On est en train de vous raconter l'histoire de Amon. Qui est-il? C'est également un roi. Quelqu'un qui est couronné. Est-ce que vous saisissez? Donc même les hiéroglyphes que nous n'avons pas étudiés, on vous le décrit juste en cherchant le roseau, la plume. Mais c'est extraordinaire. Poursuivons. Lipapou. Donc Lipapou, la racine c'est LPP. LP c'est pareil. Donc le L est égal au R, ça donne RPP.
on retourne les consonnes, car nous sommes en hiéroglyphe, le hiéroglyphe se lit dans tous les sens. Ok, LPP, PPL, tout ça c'est la même chose, c'est la même racine. Donc on peut retourner les consonnes, les hiéroglyphes se lisent dans tous les sens. Pour ceux qui viennent de suivre nos vidéos, PPR, ça donne papier ou PPRS, sachant que le S à la fin, que vous le mettez ou pas, ça ne change absolument rien au sens de la phrase. Quand je dis je dis, le S à la fin n'est pas prononcé, ça ne change en rien le sens de la phrase. C'est pareil, PPR ou PPRS, papier, papyrus, c'est la même chose. Ok, donc cette fameuse racine, maintenant, on apprend cette fameuse racine. PPR, en même temps donné, c'est logique car une plume permet d'écrire sur du papier, c'est l'écriture. Est-ce que vous saisissez? Mayani, ça veut dire aussi plume, donc vous avez la racine MN. Encore un clin d'œil à l'égyptologie. Donc quand les égyptologues disent MN, vous voyez bien que nous, avec le roseau et la plume, déjà, dans les langues hiéroglyphiques, on retrouve le MN et on comprend pourquoi MN est présent. Parce que le MN est représentatif de la plume du roseau. Oh, l'égyptologie. Je rigole. Allez, poursuivons. On part maintenant pour les ailes. Donc on fait un petit récapitulatif, pas un petit récapitulatif, mais on va voir vite fait comme on dit L. Donc on a l'ipapou, ça on l'a déjà vu, cette fameuse racine LPP, l'ipapou, donc la racine de papier, de papyrus. Nous avons Veya, au pluriel, Veya, L d'oiseau, donc souvenez-vous, nous en français on dit rabbin, en hébreu moderne, eux ils disent Rav. Donc le B est égal au V. Donc quand on dit Maveya, la racine est MV. Nous savons que le V est égal au B. Rabbin, Rav. Donc ça donne RB. Donc on retrouve le Mbou de roseau, ce qui est logique. Et nous savons que le B est égal à N, ça donne MN. Donc encore le clin d'œil à l'égyptologie. Donc regardez, Maveya. Nous avons Bouboumana, assis pour protéger en étendant ses ailes. Donc là, est-ce que vous commencez à saisir ou à comprendre ce fameux terme MN qui revient? Donc regardez ce qu'ils disent. Assis pour protéger en étendant ses ailes. Nous savons que Amon est souvent également représenté en étant assis. Son hiéroglyphe est l'aile, l'eau et le damier. Pour l'instant, nous sommes sur les ailes. Et là, vous regardez ce qu'ils disent. Assis pour protéger. Donc, on est en train de vous expliquer l'histoire de Amon. Donc, le fait qu'il soit assis et le fait qu'il est représenté par une plume, là, ils sont en train de vous dire que il est assis pour protéger. Donc, en fait, il est le protecteur de par son hiéroglyphe. Donc, Amon veut également dire celui qui protège. Effectivement, les ailes d'un oiseau servent à protéger son nid vis-à-vis des prédateurs. N'est-ce pas extraordinaire? Vous avez aussi Boutamana. Boutamana, le verbe Bouta qui veut dire en fait créer, qui veut dire en fait faire naître quelque chose. On rajoute mana. Donc là, ça veut dire couver, protéger. Et donc, les ailes, comme on l'a dit aussi pour Bouboumana, servent à protéger. Les langues hiéroglyphiques vous expliquent pas à pas, petit à petit, le rôle de celui que vous appelez Imen ou Amon. Nous avons ensuite Salah, donc c'est des choses qu'on a déjà vues, des racines qu'on a déjà vues. Nous avons Yayi ou Mayayi, donc petit clin d'œil, Mayayi, celui qu'on appelle dans le Coran Yaya ou celui qu'on appelle Jean, donc petit, bien sûr, clin d'œil ici, donc cette fameuse racine YY. Donc le Y, c'est une voyelle très particulière qui peut prendre bien sûr n'importe quelle consonne. On peut la remplacer par n'importe quelle consonne. Ensuite, il y a aussi Yayi qui veut dire elle, etc. Donc ça, c'est des racines qu'on a. Bon, là, je ne vais pas tout vous mettre parce que sinon, voilà. Mais c'est juste pour vous dire là où on s'embarque. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir ici sur les ailes.
C'est plutôt qu'on retrouve les racines qu'on a vues auparavant. Et même là, on pourrait même rajouter la fameuse racine BBMN. Bon, mais la racine BBMN, c'est comme si vous avez le Mbu Mana. C'est comme s'il y avait un M. Hein. C'est comme s'il y avait MBMN en réalité. Hein. Donc c'est comme si vous faites MN plus MN. Et ça donne en réalité MN. Hein. Ok. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a déjà abordées. Bon, on va pas tout aborder non plus. Mais c'est important de bien comprendre et de bien se situer par rapport aux hiéroglyphes. Comment dit-on homme maintenant en langue hiéroglyphique, dans les langues africaines? En Kikongo, bateau, pluriel de moto. Bateau, c'est le pluriel. C'est homme, la fameuse racine BT ou la racine MT. Ok, donc le B égale le M, hein, donc voilà, MT, BT. Nous avons moto, on l'a vu. On a Mobali. Mobali, la fameuse racine MB qui revient encore une fois. Le MB, on sait que MB égale à MN. Donc on voit bien Mobali, l'homme, l'époux. Mukumi, le conseiller, le tuteur. L'homme honorable. MKM. Kam. Kama. L'homme noir. On retrouve cette fameuse racine MKM ou MKN. Ou, si vous voulez, le K est égal au H, ça donne aussi MN. Donc, on est en train de vous raconter l'histoire et l'origine même de Amon. Et on est en train de vous dire également que Amon était représenté, en tout cas, il représente une divinité, entre guillemets, qui est représentative de l'homme noir. Muntu ou Bantu, ceux que vous appelez les Bantous ou Muntu, ça veut dire l'homme. La racine c'est MNT, en sachant que le T à la fin, comme quand je dis il dit, le T à la fin n'est pas forcément prononcé. Donc le T n'est pas très important. Donc la racine c'est MNT et vous sentez bien le MN devant Muntu. Muntu, l'homme. Et c'est pour ça que Amon est représenté avec une tête d'homme. Car dans le hiéroglyphe de Amon, il y a l'homme. Donc l'égyptologie, lorsque l'égyptologie dit que des fois il est représenté comme un homme, c'est tout à fait normal car lui-même veut dire également homme. Quand vous dites Muntu, vous dites aussi Amon. Est-ce que vous saisissez? Nous avons aussi Bakala, cette racine qu'on a déjà vue, cette fameuse racine BKL. Et donc, vous voyez comment les hiéroglyphes sont en train de vous expliquer juste avec le hiéroglyphe des ailes, on retrouve la fameuse racine MN et on retrouve toutes les composantes qui sont autour de ce hiéroglyphe en question. Donc, lorsque l'égyptologie dit MN, juste sur le damier, on est en train de vous prouver que la plume, des ailes, protégées, hommes, roseaux, sont également présents. Le MN est également présent dans les langues africaines. Mais il n'y a pas que MN. Il y a BKL, LSL, et ça continue MT. Donc tout ça est représentatif de celui que vous appelez Amon Imen. Et donc, récapitulatif, homme. Donc là, on s'est amusé un peu avec l'étymologie, on s'est un peu amusé. C'est pour juste vous montrer la profondeur des hiéroglyphes. Là, on est parti très loin. Vous pouvez vous entraîner. C'est juste à titre d'exemple. On aurait pu faire ça sur tous les mots qu'on a vus. Hein. C'est juste pour vous faire un clin d'œil. Muntu. La racine MNT. Nous savons que le T à la fin, quand je dis il dit, le T n'est pas important. Donc ça donne MN. Ok? Moto. La racine MT. Le T est égal au D.
Mais sur le D, on peut rajouter le N. Ça donne MND. On sait que ND est égal à L, ça donne MN. Mobali. MBL. On sait que le B est égal au N. On sait que le L est égal au H. Ça donne MN. Mokumi. Racine MKM. Nous savons que le K est égal au H. Le M est égal au N. Ça donne MHN. On peut enlever le H. Ça donne MN. Bakala. BKL. On sait que le B est égal au N. On peut rajouter une nasale. On peut rajouter le M. Ça va pas changer. Ça va pas changer le sens du mot. MNKL. En sachant que le K et le L peuvent être considérés comme un H. Ça donne MNHHMN. Donc, encore une fois, l'égyptologie, nous confirmons ce que dit l'égyptologie en utilisant MN. Mais il y a également toutes les variantes qui vont avec MN. Amon, ça veut pas. En fait, le hiéroglyphe de la plume ne veut pas dire seulement MN. Il veut dire MNT, il veut dire MT, il veut dire MBL, il veut dire MKM, il veut dire BKL, il veut dire LSL, et on peut continuer à l'infini. Et on est en train de vous raconter l'histoire d'Amon juste avec la plume. Est-ce que vous comprenez? Juste avec l'écriture, regardez, on peut écrire un livre. On est en train de vous décrire avec exactitude ce que représente Amon. Juste avec un seul hiéroglyphe. Et là, ça nous a pris quand même plus de 40 minutes. Plus de 30 minutes. Imaginez-vous si on avait rajouté le Coran et la Bible dedans. Imaginez-vous. Donc là, on s'est un peu attardé sur la plume, mais c'est juste pour vous montrer l'ampleur juste d'un seul hiéroglyphe. Ça vous explique toute l'histoire de Amon. Donc même pas besoin de traduire un texte hiéroglyphique, même pas besoin de traduire tout ce qui est sur Amon, parce que son hiéroglyphe dit ce qu'il est. Juste, pour l'instant, juste avec la plume. Donc pour finir le hiéroglyphe de la plume, on est parti un peu s'amuser pour vous dire qu'on peut partir loin. On va s'arrêter là pour la plume, pour le hiéroglyphe. Donc on a kuka, se couvrir, donc la racine kaka, coco, vous voyez la racine kaka qui est là, se couvrir. La racine couvrir, il y a aussi couvrir zipa, zp, petit clin d'œil à Yafet, Pout, bref, c'est juste en aparté, on verra beaucoup plus tard. Ok, donc la racine dm, donc l'encre. Ok, sa fameuse racine md, ms, souvenez-vous. Bemba, racine mbb, mb, mn. Le B nasal, on peut l'enlever. Bon, bref, vous commencez à comprendre. Hein. Boubouka, Mboa, s'envoler, voler. La racine de Mbou, la racine MN aussi présente. Donc voilà. Tumuka, s'envoler, voler. Dumuna, faire sauter, lutter. Mosona, écriture, regardez ces fameuses racines MN qui revient, sono, écriture. Donc vous voyez comment les hiéroglyphes parlent, ça va extrêmement loin, on vous raconte une histoire. Et j'espère que, en tout cas, j'espère que vous saisissez, c'est très 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 important, c'est cette fameuse histoire des consonnes, l'histoire de l'écriture. MS, MN, MSK, BKL, Samba, MB, MBS, MS, MNS. Ok, comprenez bien. Bokomi, KM, MB, MN, écriture, calligraphie, coma, écriture, KM, écriture, Bokomi, Ekoman, coma, etc., etc. Donc on va faire un petit récapitulatif du hiéroglyphe, en tout cas du hiéroglyphe de la plume, ce fameux hiéroglyphe
M17. Que veut-il dire en réalité? Donc, concluons pour ce hiéroglyphe M17, le hiéroglyphe de Amon-Imen. En réalité, ça veut dire protéger, homme, elle, couvrir, voler, l'homme noir, s'envoler, le roseau, l'herbe, le poil, être assis, écrire, roi, conseiller, même on aurait pu aller même plus loin, la loi, etc., etc. Exceptionnel, exceptionnel. Imaginez-vous un seul hiéroglyphe vous explique qui est Amon. Et les consonnes concernées, ce n'est pas MN, l'égyptologie, ce n'est pas MN. C'est tout ce qui va avec. Il n'y a pas que MN, il y a MN, MB, MBT, MBS, MS, SS, DD, KM, BKL, LSL, KK, KL, KNG, ça va même encore plus loin que ça. Ça vous raconte l'histoire. L'histoire, juste avec ça, on vous raconte qui est Amon Imen. J'aime bien répéter la même chose, mais c'est ça, les hiéroglyphes, c'est la puissance des consonnes. Et grâce à cela, on vous explique l'histoire de Amon. Ok? J'espère que vous avez compris. Et comme je vous ai dit, c'est encore rien du tout. C'est encore rien du tout. Car si nous écrivons un livre sur Amon, ça remplit plus de 100 pages, bien entendu. Hein. Donc, poursuivons. Au hiéroglyphe suivant. On aborde le hiéroglyphe N35. Donc, hiéroglyphe par l'égyptologie N ou NT. Donc là, vous voyez que le MN n'apparaît toujours pas en égyptologie, mais il y a le N qui apparaît. Nous, sachant qu'on est, entre guillemets, on va dire, un peu rodé sur l'étymologie, on peut les aider. Donc, le N, on peut rajouter un M, parce que le M est nasal, donc ça nous fait MN, donc on retrouve bien MN. NT, on sait que le T est égal au D, le D qui est égal à ND. Nous savons qu'ND est égal à N, on peut remplacer N par M, ça donne MN. Donc, la translittération de l'égyptologie de NNT, nous, on peut aller déjà beaucoup plus loin qu'eux en disant que ça veut également dire MN, juste en regardant leur translittération. On peut aller encore plus loin, mais déjà, juste en faisant ça, vous voyez bien que on va déjà beaucoup plus haut que l'égyptologie. Donc, ils nous disent filet d'eau. Donc ça, c'est un exceptionnel. C'est vrai que lorsqu'on regarde, on dirait de l'eau. On dirait un océan, l'eau, l'océan, la mer. Mais si on regarde aussi de plus près, approchez-vous si vous voulez. Pour ceux, on va dire, ceux qui sont un peu plus scientifiques, je ne sais pas s'il y a des scientifiques qui regardent ma chaîne, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des oscilloscopes, par exemple, on dirait que vous avez un signal triangulaire. Et que ce signal triangulaire, il est réparti, on va dire, sur une fréquence donnée, sous toute une période donnée. Et ce signal en question, on voit que il est entre guillemets périodique. Et que la représentation de cette période est un triangle. Donc en fait, c'est comme si ce triangle était en train de se répéter. En fait, de se multiplier. Donc on peut rajouter, en tout cas, moi je rajouterais personnellement la multitude, multipliée, périodique, etc. Donc j'espère que je n'ai pas été trop technique dans mes explications. J'espère que c'est clair. En tout cas, moi c'est ce que je vois lorsque je regarde ce hiéroglyphe en question. Après, je peux pas aller plus loin que ça. Ça m'évoque que cela. L'eau, l'océan, la mer, la multitude, multiplier. Étendre aussi, puisque de l'eau, l'océan, c'est quelque chose qui s'étend. Donc je dirais aussi étendre.
répartir, parce que l'eau, ça se répartit partout. Voilà, qu'on peut aller loin comme ça. En tout cas, on peut aller loin. C'est quand même déjà pas mal. Je pense que on est très bien. Comment dit-on? Océan, fleuve, mer, en Kikongo, Lingala, Kalunga, lac, mer, océan. Cette racine KLNG, le L est égal au H, ça donne KNG, roi, Congo, king en anglais. Et regardez, on comprend mieux pourquoi le hiéroglyphe de la mer est associé avec le hiéroglyphe de la plume. Car les deux ensemble veulent également dire le roi, celui qui a la royauté. Bah, c'est également le rôle de Amon. Grand lac, mer, océan, Mbou, souvenez-vous, le Mbou que nous avons vu également dans la plume. Le roseau se dit Mbou et la mer se dit Mbou. Donc vous comprenez que Amon, on peut dire d'Amon, il s'appelle Mbou. Amon, c'est Mbou. L'eau, l'océan, la mer, mais c'est également, ça veut également dire le roseau. Donc on comprend exactement où parlent les hiéroglyphes, car les deux ensemble veulent dire la même chose. MB, MN, ça nous l'avons vu tout à l'heure. Mboula, la pluie. Mboula, MBL. Donc c'est MB ou ML, sachant que le L peut être considéré comme un H, en sachant que le L, le la, question, c'est pour désigner entre guillemets Dieu. Car vous savez qu'en hébreu moderne, on dit L. Ok? Et donc, quand vous voyez la personne qui est assise, parce qu'il y a une personne qui est assise dans, entre guillemets, les hiéroglyphes dits des divinités, il y a toujours une personne qui est assise derrière pour représenter en réalité le fait qu'il soit entre guillemets divin, entre guillemets bien sûr. Et là, quand vous dites Mboula, vous dites l'eau, l'océan, plus ce qu'il y a aussi derrière, là, pour désigner également Dieu. Donc, quand vous dites Mboula, la pluie, l'eau, ça représente également Amon. Nzadi, NZD, ou NSS, sachant que le ZD c'est égal à S, hein. Le Z est égal au S, le D est égal à S, on l'a déjà vu X fois, et ça donne aussi MSS, en sachant que le N est égal au M, ça donne MSS, ça donne aussi SSDD, on peut aller encore plus loin, mais MS, on l'a déjà vu MS, on l'a déjà vu SS. Moïse, Jésus, Issa, on peut aller encore plus loin, Mohammed, Esaïe, Josué. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Bah, on est en train de dire là que toutes ces personnes qu'on a citées sont d'origine noire. Qu'est-ce qu'est le rôle de l'océan? L'océan, la mer, c'est quelque chose qui se répand. Qu'est-ce qu'on fait Moïse? Qu'est-ce qu'on fait Jésus? Et qu'est-ce qu'on fait Mohammed? Moïse a reçu la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné. Donc il a répandu. Pareil pour Jésus, pour les évangiles. Et pareil pour Mohammed avec le Coran. Donc leur nom, le nom de Jésus, le nom de Mohammed et le nom de Moïse, tous ces noms-là, ce sont des noms africains qui veulent également dire ce qui se répand. Est-ce que vous saisissez? Ça va extrêmement loin, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra lorsqu'on fera des vidéos sur Moïse, sur Mohammed, Jésus, Josué, etc. Okay? Donc, on retrouve les consonnes que nous avons vues sur le roseau et on comprend mieux pourquoi la mer est associée à la plume, car les termes qui sont employés dans la mer sont également les mêmes employés dans la plume. Et là, on vous raconte une histoire. Est-ce que vous compreniez la profondeur des hiéroglyphes? C'est vraiment exceptionnel ce que nous sommes en train de voir. On est en train de voir les associations. Pourquoi ça c'est là? Pourquoi ça c'est là? Ce n'est pas du hasard. Poursuivons. On poursuit. Multitude, la multitude.
On a pris quelques mots en Kikongo. Bourou ou Mabourou, au pluriel. Mbourou ou Mabourou, la foule. Quelque chose qui est nombreux, la multitude. Bourou, cette racine Mabourou, la fameuse racine MB qu'on retrouve également. Boutou, souvenez-vous, Bantou, Muntu, on retrouve également ici. Mabutu, la foule, la multitude. Kawa, multitude. KWKL, Kingi, Congo, roi, regardez, multitude, grand nombre de personnes qui sont beaucoup. Kokana, multitude également. Qu'est-ce qu'on a encore? Kualala, sa fameuse racine KL qui revient encore. Multitude, quantité, masse, abondance. Longa, sa fameuse racine aussi. LNG ou KNG, c'est la même chose. Le L est égal au K. Pareil, full, multitude. Mango, la racine MN de l'égyptologie, encore une fois. MNK ou MN. H, pardon, excusez-moi. Multitude. Bunda, multitude, ensemble. Là, petit clin d'œil, vous allez voir pourquoi ici il y a ce fameux terme Bunda. Bunda avec l'OA, vous allez voir pourquoi. Bunda, la fameuse racine MBND, la racine aussi MN qui est également présente. Vous, excusez-moi pour l'accent. Vumbu, multitude. Encore, et vous avez Munzua, quantité, multitude, nombre, cette fameuse racine MN qui est également présente, également toujours présente. Donc on peut déjà conclure sur le hiéroglyphe N35, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais bon, c'est déjà quand même pas mal. Donc l'eau, la mer, l'océan, multitude, répandre, étendre, on aurait pu aller pour répandre, étendre, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est amplement suffisant. Donc, les consonnes, en réalité, de N35 sont les mêmes consonnes que nous avons vues avec le roseau de la plume. MB, MN, KNG, MS, SS, DD, KLNG, KK, MBND, MBL. Tout ceci, c'est l'histoire de Amon. On comprend bien pourquoi la plume est associée à l'eau. On commence à comprendre pourquoi Amon est représenté avec un visage d'humain. Pourquoi Amon est assis. Pourquoi Amon représente également la royauté. On commence à comprendre pourquoi Amon, on parle d'étendre, on parle de population, on parle de couleur de peau, on parle de maintenant pourquoi il a une couronne sur lui-même, parce que lui-même on représente également la royauté. Tout commence très bien à s'emboîter, et vous avez vu, on n'a même pas traduit un texte. On a juste regardé les hiéroglyphes. Donc imaginez-vous, les Égyptiens, quand on parle des Égyptiens, on parle bien des hommes noirs. Il faut bien saisir, lorsqu'ils regardaient ce hiéroglyphe en question, c'était plein d'images qui étaient en train de diffuser. En fait, c'était tout simplement des textes qui étaient en train de défiler. Nous, on a besoin de textes de papyrus, de traduire les papyrus, alors que eux-mêmes, rien qu'en voyant que 2 hiéroglyphes, déjà un seul vous avez vu avec la plume, c'est très chaud, et déjà avec 2 hiéroglyphes, est-ce que vous saisissez ce qu'ils étaient capables de faire? C'est vraiment exceptionnel. Le hiéroglyphe Y5 qui est le hiéroglyphe le plus compliqué de Amon. En tout cas, pour moi, ça a été le hiéroglyphe le plus compliqué de Amon et à appréhender. Donc, les égyptologues nous disent que c'est MN, donc c'est le hiéroglyphe qui l'emporte plus sur l'autre, donc c'est lui qui l'emporte sur les hiéroglyphes que nous avons vus précédemment. Or, nous disons que la plume, l'eau et le damier sont égales à ce que vous avez trouvé les égyptologues. Donc, on vous fait également encore un clin d'œil, vous avez entièrement tort, car tous ces hiéroglyphes veulent dire la même chose. Donc déjà, c'est premièrement. La signification ici, ils nous disent damier et jeu de scénette. Donc ça nous évoque, moi ça m'évoque rien du tout. Et donc,
il faut regarder ce que veut dire ce fameux jeu de scénette. Parce qu'au début, ce hiéroglyphe-là, je ne comprenais pas du tout. Ça me faisait penser à quelque chose, mais vous allez voir ce que je veux dire. Mais quand je regardais, c'est vrai que ça évoque pas grand-chose. Mais lorsqu'on regarde le jeu de scénette, on commence à comprendre pourquoi les égyptologues ont mis le jeu de scénette. Car si vous regardez bien, le jeu de scénette, c'est comme si vous étiez en train de jouer aux échecs. On parle de ce que les archéologues ont trouvé avec ce fameux jeu de scénette. Donc, quand on regarde ça de plus près, on a des pions de notre côté et l'autre a ses pions de l'autre côté. Mais on n'a jamais su comment il faisait pour jouer au jeu de scénette. Mais d'après ce qu'on voit du jeu de scénette, c'est un peu comme les échecs. C'est moi j'ai mes pions et l'autre a ses pions. Et donc, pour trouver ce hiéroglyphe, en tout cas pour essayer d'aller beaucoup plus loin que l'égyptologie, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Ça n'a pas du tout été évident. Et là, on a dû consulter les hiéroglyphes bibliques et coraniques pour nous aider. Car lorsqu'on regarde, c'est pas très évident. Mais après, on comprend mieux, car lorsqu'on regarde de plus près le dessin, on voit qu'il y a plusieurs bonhommes. En tout cas, plusieurs petits pions. Mais que représentent ces pions? Mais nous avons vu tout à l'heure que l'eau veut dire la multitude. Ah! Multitude. Donc regardez bien. Donc, l'eau, la multitude. Bon, on a vu que le petit triangle se multipliait. Et on voit aussi que ces pions se multiplient. Donc, on commence à voir que le damier veut également dire la multitude. Mais, on peut rajouter aussi quelque chose. Aussi. C'est que, on nous dit le jeu de scénette. Mais qu'est-ce que c'est le jeu de scénette? Le jeu de scénette est un jeu comme les échecs. Donc, j'ai mes pions et toi, tu as tes pions. Et chacun de son côté, on combat. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que moi, quand je joue contre toi, j'ai mes combattants et toi, tu as tes combattants. Et c'est là que j'ai compris, car lorsque je regardais le hiéroglyphe Y5, ça me faisait penser à un château. Parce que c'est vrai qu'on voit un peu, on dirait un château. Un peu, bien sûr, hein, on peut rajouter château. Château, forteresse. Moi, ça me faisait penser à un château, à une forteresse. Mais le fait d'avoir trouvé multitude, de par l'eau, on commence à comprendre que ça représente également à les combattants, l'armée, la foule, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc on peut rajouter sur ce hiéroglyphe Y5, grâce au hiéroglyphe biblique, lorsque Dieu dit dans la Bible le Dieu des armées, automatiquement il est en train de désigner ce hiéroglyphe en question, ce fameux hiéroglyphe Y5. Et je l'ai trouvé avec un hasard fou. Est-ce que vous saisissez? Donc, je suis allé dans la Bible. Donc, je me suis dit que ça représente une forteresse, un château, une armée, car chacun ses pions, donc ça représente un groupe, une armée. Et donc, j'ai tapé et c'est là que j'ai vu, dans la Bible, c'est marqué Dieu des armées, éternel, Dieu des armées, un peu partout. Il y a aussi les armées, bien sûr, les armées en règle générale. Chacun a son armée et les autres vont combattre. Et c'est représentatif du jeu de scénette. Chacun a son armée et je combats contre toi. Et donc, je suis parti voir quelle est la signification de ce hiéroglyphe biblique, c'est-à-dire je suis parti voir comment dit-on
armée en hébreu moderne. Et donc, je me suis intéressé de comment on dit armée en hiéroglyphe biblique, en hébreu moderne. Et qu'est-ce que je vois? Sabbat. Et c'est là que j'ai vu que j'étais dans le bon. Pourquoi je savais que j'étais dans le bon? Souvenez-vous, roseau et l'eau, nous avons vu que la fameuse racine MS ou MSS ou SS était présente. Mais quand on dit sabbat, la racine c'est TSB. Quand vous dites sabbat, c'est comme si vous avez SS. Le B, on peut le remplacer par un M. Ou on peut le laisser, ça peut faire SSBM. Sachant que le M est nasal. Ça donne SSMB, pardon. De toute façon, c'est la même chose, c'est pas très grave. Et donc, si on retrouve les consonnes, ça donne MSS ou MBSS. Donc, je sais automatiquement que je suis dans le bon. Donc, lorsqu'on voit des personnes jouer au jeu de scénette, c'est un jeu, en fait, c'est un jeu de combat. Où il y a une représentation de la guerre entre celui qui est à gauche contre celui qui est à droite. Et donc, automatiquement, je savais que j'étais dans le bon. Donc, ce hiéroglyphe en question, Y5 veut dire armée, combat, combattant, porter les armes, soldats, guerre, troupes. Troupes, c'est ce que représente également le hiéroglyphe de l'eau. Et donc, nous sommes automatiquement dans le bon. Donc, ceux qui aiment bien écarter l'égyptologie des hiéroglyphes bibliques, des hiéroglyphes coraniques, vous n'avez absolument pas compris que le corpus est ensemble. Si vous voulez comprendre les hiéroglyphes, vous êtes obligé de passer par la Bible et le Coran. C'est obligatoire. Vous avez bien vu que là, on était bloqué. On s'est débloqué car on est parti plus loin que l'égyptologie. On s'est intéressé au fameux jeu de scénette. Que représente ce jeu de scénette? On a vu que c'était une armée contre une armée. On a tapé l'armée dans la Bible et la Bible va nous expliquer en réalité qu'est-ce que veut dire armée. Vous regardez en hébreu moderne et vous traduisez bien sûr dans les langues africaines ou pas, comme vous le souhaitez, et c'est là que votre panel de hiéroglyphes commence à augmenter. Vous commencez à comprendre pourquoi le damier, en tout cas pourquoi le jeu de scénette, ils ont mis le jeu de scénette, l'égyptologie, avec la plume et avec l'eau. Et là, vous en avez la preuve, car les trois veulent dire la même chose. Cette fameuse racine MSS. C'est vraiment impressionnant. Comment dit-on château en Kikongo? Vula. La racine est VL. VL, on sait, le V est égal au B, ça donne BL. Cette fameuse racine BL, ou cette racine MBL, on aurait pu rajouter le M, parce que le M est là, ça fait MBL. C'est une racine qu'on voit régulièrement. Et ça donne également MN, car le M est égal au M, et le L est égal au N, ça donne MN de l'égyptologie. Encore un clin d'œil pour vous. Mukuzu, MKZ, ou Nkuzu, château fort, forteresse, rempart. Ça donne MKS, le 7 est égal à S. On sait que le K est égal à S, ça donne MSS. Cette fameuse racine qu'on retrouve toujours pour désigner la plume, l'eau, et on voit également le château. On continue. L'armée, Mapinga, en lingala, cette fameuse racine PNZ. Ok? Donc ça, c'est une racine que nous avons vue au début, cette fameuse racine PS, en réalité, PS, aussi, qui était également présente quand j'avais parlé de Pout ou de Yafet. Et Mapinga, vous voyez bien, il y a toujours aussi ce fameux MN qui est toujours ici, donc force armée, corps armé. Donc en Kikongo, on a Kengu, KNG, armée, donc vous comprenez, l'armée, le roi, la royauté, celui qui dirige les troupes, l'armée,
Donc, on commence à comprendre Lumbo, LMB, MBL, LMB, MN, MNN. Vous voyez bien, armée, l'auberge, le groupe, la société, Makessa, Bukia, Nkangu, Kunga, King, Bemba, c'est fameux aussi MB qui revient, Boudi, pareil, BD ou MBD, Maboudi, troupeau. Non, vous commencez, je pense, à saisir pourquoi l'eau, la plume et les forces armées ou la troupe sont associés ensemble, car ce sont les mêmes mots, les mêmes racines, et ça nous raconte l'histoire du hiéroglyphe de Imen Amon. On continue. On continue avec les langues hiéroglyphiques, les langues africaines, le Kikongo, le Lingala, Buka ou Bibuka, cette racine B, BK ou MBK ou MBBK. Regardez, rassembler trop bande. Kemba, Kam, Kama, Keb, Kemba, l'homme noir. Ta, Monceau, le troupeau, la bande, le troupe, le vol, les ailes, le vol d'oiseaux, le groupe, la tribu, Kemba, oh là là, exceptionnel le hiéroglyphe de Amon. Dundana, rester, s'arrêter, se presser, serrer, s'assembler en troupe. C'est quoi s'assembler en troupe? C'est le jeu de scénette. De regrouper ses propres pions, s'assembler en troupe pour battre l'adversaire. Représentant, Montama, Mongweden, Thomas et Thomas, cette fameuse racine TM, MS, qui est présente ici, Montama, regardez le fameux MN de l'égyptologie, Montama, représentant. Pourquoi représentant? Car lorsqu'on joue au jeu de scénette, lorsque je joue contre vous, par exemple, moi je suis représentant, je suis gardien, entre guillemets, de mes pions. Donc je suis le représentant de mes pions. Ok, je vais jouer, c'est représentant VS1, VS représentant numéro 2. Donc vous avez aussi cette fameuse racine MN, MS qui est présente. Et regardez Monene, Monene, Mounene, Monene, Mounene. Quelque chose qui est grand, quelque chose qui est vaste, quelque chose qui est important, quelque chose qui est grave. La fameuse racine MN qui est encore présente. Encore un clin d'œil à l'égyptologie. MN ou MNN ou MNL ou MNK. Exceptionnel. On est en train de vous raconter l'histoire du hiéroglyphe de Amon. Damier en Kikongo, regardez, Kempu. Et là, on comprend mieux le jeu de scénette. Kempu, carré, carreau, panneau, modèle, patron, dessin. Quand vous regardez bien le jeu de scénette, c'est une espèce de carreau, une espèce de carré. Et lorsqu'on regarde aussi le dessin de Y5, pareil, c'est un carré, c'est une espèce de panneau, même un panneau, même une espèce de carreau, effectivement, comme une espèce de château là, on dirait, il y a des petits carrés, regardez, c'est expliqué par cela, Kempu. Kempu, en fait c'est quelque chose qui est quadrillé, quelque chose qui est en carré, et vous avez damé, ou damé, damier, jeu de dame, manger, quand vous dites manger, quand vous dites kodamé, effectivement le jeu de dame c'est un jeu où on mange les pions, donc le jeu de scénette est un jeu où on mange également les pions. On est en train de vous l'expliquer. Kempu, racine KMP, ça fait comme si le P, nous savons que le P est égal au M, ça fait KMM. Nous avons KAM, encore une fois, c'est un clin d'œil. Ça fait KMN, ça donne aussi KMN, encore cette racine MN qui apparaît, donc MN avec ses composantes qu'on ajoute, qu'on enlève, comme d'habitude, des M pareil, hein, et c'est égal à SM, c'est égal aussi à MS. On peut aller plus loin, le S c'est égal aussi au N également, ça fait MN, bon, bref, c'est quand même largement suffisant ce que nous avons vu. Et maintenant, on va voir, on va s'attaquer
après son hiéroglyphe, on va s'attaquer pourquoi il est représenté avec les cornes du bélier. Car on a compris pourquoi il est assis, on a compris pourquoi il a un visage d'humain, mais il nous reste maintenant les cornes. Et on dit que c'est les cornes du bélier. Donc il est parfois représenté soit en bélier ou soit comme une oie, mais beaucoup plus avec le bélier. Donc on va essayer de saisir pourquoi Ammon est représenté comme cela, en sachant que nous avons étudié très bien son hiéroglyphe, donc nous attendons automatiquement que bélier ou oie est tout simplement, en tout cas, sont construits de la même façon que les hiéroglyphes, c'est-à-dire que automatiquement le bélier ou l'oie, on va retrouver les consonnes qui sont dans la plume, dans l'eau et dans la foule ou ce que vous appelez également le damier. C'est obligatoire. Allons voir ça de plus près. Comment dit-on bélier en lingala, kikongo, langue hiéroglyphique? Regardez, extraordinaire, meme, kondolo, mpatayamo bali. Ce qu'il faut retenir, c'est le mpataka, le mot bali signifie en fait le mal. Donc mpatayamo bali. Didomba, didombe, regardez les racines. Kime, km, l'homme noir, bélier à cornes. Kindongo, écoutez bien, Kindongo, la fameuse racine kanji qui est encore présente ici. On comprend, mouton généralement bélier chartré. Kamvu, kamvu, souvenez-vous, le mbu est aussi là. Donc le V est égal au B, le kamvu, le kambu, c'est la même chose, c'est le bélier. Tulana frappé comme un bélier et Kimbakala, Mbakala qu'on a déjà vu, Mbakala qui veut dire l'homme. Le bouc, le bélier qui vient regarder de Mbakala, Bakala, Mbakala, ça vient de l'homme. Donc on comprend pourquoi Ammon est représenté comme un bélier, car le bélier veut également dire l'homme. Est-ce que vous saisissez comment les langues hiéroglyphiques sont construites? Et même dans bélier, vous avez regardé dans le kamvu, vous avez l'eau, vous avez la plume et vous avez également le damier, la forteresse, le groupe. Donc tout ceci est ensemble et c'est tout à fait normal que la représentation qu'on a de Ammon est un bélier et même aussi l'oie. Vous allez même comprendre également pour l'oie. Et donc, si on récapitule un peu, Mpatu, MPT. Nous savons que le P, on l'a vu dans d'autres vidéos, le P est égal au M. Mais le M est égal au N, donc ça fait MNT. Et ça peut donner MN, MNS ou MS, en sachant que le N est nasal, on peut l'enlever. Le T égale le S. Et le T, si on veut, on peut également l'enlever. Donc vous avez regardé toutes les dérivées de Mpatu. Mais, la racine MM, le M est égal au N, ça fait MN. Kidongo, KNDNG, on connaît très bien, le ND est égal au L, ça donne KLNG. Le L est égal au H, ça donne KNG. King, le roi. Kanvu, la racine NKMV, le V est égal au B. Et le L est nasal, donc on peut l'enlever. Ça donne KMB, KMN. Mbakala, MBKL, ça nous donne MNKL, sachant que le B est égal au N. On peut enlever le N, il est nasal. Et aussi, si on laisse seulement MBKL, on peut enlever le K, sachant que c'est égal au H, ça donne MBL. Donc voici à peu près, entre guillemets, on s'est un peu amusé, vu qu'on aime bien l'étymologie, on s'est amusé à tout décortiquer. Et là, vous voyez bien qu'on comprend pourquoi le bélier est la représentation tout simplement d'Ammon, car ce sont également les hiéroglyphes de la plume, de l'eau et du damier. C'est quoi la particularité également du bélier? La particularité du bélier,
c'est qu'il frappe. C'est frapper. Les cornes sont faites aussi pour frapper. De regarder le terme frapper. Kunkuta. Kunkuta. K-K-T. Coco, l'ancien. K-K-T. Je sais que le T à la fin n'est pas important. K-K-T, frapper. Kuba, frapper. Kuba. Ou Kuba ou KMB. Si on rajoute le M, ça fait KMB. MB, MN. KMN, frapper. Baba. Tapoter, frapper pour égaliser, lisser, aplanir. Benda, frapper, taper, marteler, claquer, faire du bruit, gronder, fouetter, rompre, briser. Amon, tout simplement. Amon, tout simplement. Et regardez, si on va encore plus loin pour les cornes, nous avons Kundama qui vient du verbe Kunda. Déménager dans la maison de sa femme ou des choses de son mari, être resté habité dans un endroit, se trouver bien comme chez soi, finir par se plaire. Kundama, à la racine, c'est K-N-D-M. Nous savons que le ND, c'est égal au L, donc on peut dire que ça est égal à KLM, en sachant que le L est égal au N, ça fait KMN. On retrouve toute cette racine, toutes les racines qu'on a vues précédemment dans les hiéroglyphes. Et regardez ensuite, être, devenir battu, frapper avec les cornes, s'asseoir fortement. Mais n'est-ce pas la position de Amon? N'est-il pas représenté assis avec des cornes? Donc, vous voyez bien que dans les expressions africaines, le fait de s'asseoir et le fait de frapper et le fait qu'il a des cornes, tout ceci est relié. En français, quand je dis corne et s'asseoir, ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas d'histoire entre la corne et s'asseoir. Alors que dans les langues hiéroglyphiques, vous voyez bien qu'il y a une histoire autour de cela. Ce sont des représentations qui ne sont pas faites au hasard. Et regardez Kunda, frapper, pousser, bousculer, déchirer, frapper avec les cornes, couper une branche d'un palmier. Mais couper une branche d'un palmier. Mais le palmier, c'est quoi? Bah, c'est la plume, c'est le roseau. Donc, est-ce que vous commencez à saisir, est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi Amon est représenté avec une corne? Car le fait qu'il soit représenté avec une corne, on est en train de vous le dire que la plume, l'eau, le damier et les cornes, c'est tout simplement la représentation de Amon. Donc c'est celui qui frappe, c'est celui qui sévit, c'est celui qui s'assoit, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui écrit, c'est la multitude, c'est la multiplication, c'est le roi, c'est celui qui gouverne. On peut aller loin, comme je vous ai dit, on peut écrire un roman sur Amon sans même, j'ai bien dit, sans même déchiffrer un seul papyrus. Nous avons juste déchiffré 3 hiéroglyphes, plus les cornes, et rien qu'avec ça, on peut écrire un roman. Et regardez aussi, tout va, frapper, donner des cordes, la racine TV, donc le V est égal au B, TB, le B ça fait aussi bata, batela, c'est-à-dire frapper. Ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, batela, bata. Et donc, ça, il faut, et même aussi, je voulais même aussi préciser quelque chose, quand vous dites bata, quand vous dites aussi bata, c'est celui qui, c'est aussi celui qui conçoit, non celui qui conçoit, celui qui conçoit aussi, c'est loi, c'est loi, hein, c'est l'œuf. Okay, donc, faut, en tout cas, j'espère pas, il faut, mais j'espère que vous avez compris pourquoi Amon est représenté à
avec les cornes et pourquoi il est implanté comme un bélier. Du côté de l'oie, du canard, regardez comment on dit ça. Mpatu. Mais est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Bah, ça nous rappelle Mpata. Mpata du bélier. Et regardez, ici, ils ont la même racine. Donc c'est pour ça que l'oie et le bélier sont représentatifs, tout simplement, de Ammon. Donc Mpatu, Kadar, l'oie, MPT, on sait que le P est égal au B. Ça, on l'a vu. Ok? Mbouda ou Mabunda, on retrouve cette fameuse racine MBN qui est toujours là, MND ou MNL, etc. Elle est encore présente, cette racine, cette fameuse racine MN, MB, Ndima, DM ou SM, MS, toujours présent, toujours là. Kongi, cette racine maintenant, elle revient également tout le temps. Kongi, KNG, le roi, celui qui est assis, les sachets, le canard sauvage, le cygne, exceptionnel. Et on vous achève, on parachève ce chapitre de Ammon. Regardez encore plus loin. Ouah, le canard, c'est la même chose. Regardez Mpata. Donc regardez cette racine MBT. Regardez-la juste. La fameuse racine MBT. Ou MNT. C'est la même chose. Regardez cette racine. La racine du canard de l'oie. Regardez. Coup avec quelque chose. Coup avec la paume de la main. Donc déjà, frapper, gifle, souffler. Le zénith. Le sommet. Donc pourquoi Ammon a cette fameuse corne? Car il est au zénith. C'est celui qui est en haut. Regardez, le sommet, c'est le point culminant. C'est la partie supérieure. La chaise, le siège, le fauteuil. Là, il nous parle de poids noir, donc comme bata, poids noir, il y a toujours aussi cette expression où il y a le noir à l'intérieur. Et regardez après le gain, les accessoires, la commission, l'agent d'affaires, etc., etc. Regardez comment les hiéroglyphes se déroulent devant vous. On comprend pourquoi Ammon est représenté comme une oie ou est représenté comme un bélier. On vous donne l'expression de Ammon. Non, vous qui aimez bien dire Ammon, Ammon n'est pas en réalité son vrai nom. On peut dire Mbata, on peut dire Mpatu, on peut dire Mbou. Est-ce que vous saisissez? Et donc, on a vu dans ces vidéos pas mal de choses. C'est vrai que ça a été assez long. Donc voilà. Et donc, vous avez bien vu, maintenant vous comprenez pourquoi Ammon, ou celui que vous appelez Ammon-Imen, est associé au bélier, à l'oie, à la plume, au damier et à l'eau. Donc, je sais très bien qu'il y a forcément des sceptiques, il y a des gens qui ne seront jamais contents du travail que nous faisons, ou des jaloux, ou etc., etc. Il y a toujours des personnes qui ne sont jamais contents. Donc, on va aller encore beaucoup plus loin pour vous montrer que notre analyse est correcte et bonne. Vu que vous l'appelez Imen, ou vous l'appelez Ammon, il faut savoir que dans la Bible et le Coran, il y a Ammon. Le terme Ammon est présent. Mais que représente ce fameux terme Ammon, Imen? Le fameux radical MN. Donc, vous avez vu toute notre analyse, même si on aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. On le fera sûrement lorsque j'aurai un peu de temps pour étudier le deuxième, troisième hiéroglyphe, même si le deuxième, troisième hiéroglyphe, nous les avons évoqués, puisque vous avez bien vu que la couronne, en fait, désigne ce fameux KNG, donc le roi, donc Congo. Okay, mais bon, vous allez voir, de par la Bible et le Coran, vous allez voir que dans ces hiéroglyphes bibliques et coraniques, il y a Ammon. Donc je pense que beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il y avait Ammon à l'intérieur. On va tout simplement vous le montrer. Pour les sceptiques, regardez ceux qui aiment bien écarter la Bible des hiéroglyphes,
On a tapé le terme Ammon en hébreu modèle et regardez ce qu'on trouve, le fameux Strong 1995, Ammon. Murmurer, hurler, foule, abondance, tumulte, son, confusion, grand nombre, frémissement, abondance, richesse, quantité, fracas, bruit, etc., etc. Tout le hiéroglyphe de Ammon, c'est-à-dire la plume, le damier et l'eau, le bélier loi, sont décrits dans la Bible. Regardez, Ammon, le hiéroglyphe d'Ammon est décrit dans la Bible. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons vu la traduction de chaque hiéroglyphe. Chaque hiéroglyphe, nous l'avons vu expliquer. Okay? Les spécialistes qui ont traduit la Bible, lorsqu'ils voyaient le terme Ammon, en fonction de la phrase qu'ils voyaient, ils le traduisaient soit par multitude, soit par troupe, soit par foule, soit par tumulte, soit par bruit, soit par quantité, soit par richesse, etc., etc. Et donc vous voyez bien que notre analyse qu'on a fait de l'égyptologie, notre analyse de par les vrais termes des langues africaines, des langues égyptiennes, vous voyez bien que ça colle automatiquement avec les langues filles. Et vous voyez bien que le terme Ammon signifie tout cela. Mais nous l'avons prouvé avec les hiéroglyphes. Alors que eux, en fonction de la phrase qu'ils avaient, ils ont prouvé que Ammon veut dire tout cela. Est-ce que vous saisissez? Et donc, ceux qui aiment bien écarter toujours la Bible des hiéroglyphes, on vous le dit, vous avez absolument rien compris. Si vous voulez comprendre les hiéroglyphes, vous êtes obligé de passer par la Bible et par le Coran. Si vous voulez avoir tout un corpus, si vous voulez bien saisir la signification des hiéroglyphes et des choses, des sens, tout est marqué dans la Bible et dans le Coran. Mais bien sûr, ça demande une sacrée sagesse. Effectivement, nous ne sommes pas en train de nous vanter, mais il faut bien sûr se remettre en question, remettre les choses en question, remettre les choses en forme et étudier, comme on dit souvent dans nos vidéos. Et si vous regardez bien, donc la racine de ce thème Ammon, ce sont ces MN, le H est muet, le W peut être considéré comme un Y, comme une voyelle, donc comme on dit Lingala, gratté, Yalla, on dit Yalla ou Allah, Y égale W. C'est rien d'extraordinaire, donc ça donne Ammon ou Imen. Mais il faut savoir que ce fameux terme Ammon, qui égale aussi à multitude, c'est un terme qui est utilisé dans Abraham. Parce que Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Parce qu'il faut savoir qu'Abraham, au début, s'appelait Abraham, et Dieu a changé son nom et lui a appelé Abraham. Mais ça, c'est la version grecque, hein? Abraham, ou la version hébreu moderne, si vous voulez, Abraham. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on devrait dire plutôt Abrahamon. Ok? On devrait dire normalement Abrahamon. Car multitude se dit en fait Ammon. Okay? Mais eux, ils ont dit que Abraham. Et ça, c'est pas très grave. On verra plus tard pourquoi on est passé de Abraham à Abraham. Okay? À Abrahamon en réalité. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais c'est pour vous dire déjà que dans Abraham, pour ceux qui sont chrétiens ou ceux qui sont entre guillemets musulmans, vous allez voir pourquoi je dis entre guillemets plus tard dans nos vidéos. Mais vous allez voir que lorsqu'on dit Abraham, vous dites vous dites en même temps donné Ammon, hein, à l'intérieur. Mais bon, ça, vous verrez plus tard, ça va être très 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 intéressant. Donc ceux qui aiment bien écarter l'égyptologie, en tout cas ceux qui aiment bien écarter les hiéroglyphes de la Bible et du Coran, on vous donne une leçon. La Bible vous donne une leçon. Ceux qui aiment bien écarter, oui, c'est pas bon, oui, c'est modifié, oui, le Coran est modifié, oui, la Bible est modifiée, oui, on dit n'importe quoi. Là, vous voyez bien, vous avez la preuve vivante que la Bible ne dit pas n'importe quoi et la Bible reprend les hiéroglyphes. Donc, pour comprendre un hiéroglyphe, vous devez passer par la Bible et le Coran. Si vous voulez en savoir encore plus, vous verrez que si vous mettez les hiéroglyphes avec la Bible et le Coran mais à côté, ça va être beaucoup plus fluide. Et en plus, il y a eu un sacré travail de la part des lexicologues en termes bibliques ou en termes coraniques qui ont quand même fait en règle générale de bonnes traductions, même si parfois, voilà quoi, mais dans les termes, quand je dis dans les termes, c'est-à-dire dans les définitions, ils n'ont pas tort, ok? Mais après, ils aiment bien souvent arranger,
entre la définition du mot et ce qu'ils mettent, des fois, vous verrez qu'ils sont loin, mais ils font exprès pour essayer de lisser le plus, pour ne pas prouver que la Bible et le Coran sont bien sûr d'origine africaine. Ok? Et donc ici, si on va dans le Coran, donc, Sourate 3, verset 177, ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah et pour eux un châtiment douloureux. Donc la croyance, on vous l'a souligné, c'est Bil Mani. Bil Mani. Donc Mani, ça veut dire la croyance. Mais on va aller beaucoup plus en profondeur pour voir que veut dire vraiment Mani. Bon, c'est-à-dire la croyance, ils ont traduit ça par croyance, ok, donc c'est croire. Mani, c'est la croyance, mais on va aller encore plus en profondeur. Et donc, regardez, si on va en profondeur, sur le site Coran mot à mot, très beau site pour comprendre encore plus les mots coraniques. Donc, ça veut dire que si vous avez un doute sur ce que font les traducteurs, vous allez sur ce site, vous regardez la définition du mot, vous allez voir souvent, pas souvent, mais il y a souvent, ça va souvent à l'ouest. Entre la traduction et la réalité, vous allez voir que voilà, eux, les traducteurs essayent de lisser au plus, ils essaient de généraliser, c'est pas mal, mais quand vous regardez bien en profondeur, quand c'est comme dans la Bible, c'est pareil, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont suspectes. Et bref, donc on a tapé Bidalmani, et regardez ce qu'on nous dit, rassurer, sécuriser, se fier à, faire confiance, pourvoir, garantir, après approvisionner. Mais n'est-ce pas le hiéroglyphe de Ammon? Les ailes, rassurer, sécuriser, le rôle aussi du roi, king, le rôle de la troupe. Quand on joue au jeu de scénette, quand je suis avec ma troupe, qu'est-ce que fait le joueur, entre guillemets, il fait confiance à sa troupe, ok? Il garantit, ok? Oh, c'est vraiment exceptionnel, mais c'est vraiment magistral. Moi, quand j'en parle, je suis toujours émerveillé par les hiéroglyphes et par la Bible et le Coran qui sont très précis dans les choses. Donc, à chaque fois, quand je suis bloqué sur un hiéroglyphe, je sais que la Bible et le Coran vont automatiquement me débloquer. Automatiquement vont me débloquer et vont me faire pousser à aller toujours plus loin. Et là, regardez. Donc, ceux qui aiment écarter la Bible et le Coran, vous en avez un aperçu. On a vu la Bible avec Ammon, on a vu le Coran avec Mani. Vous avez bien vu que la racine MN, c'est la même chose. Donc, les filles, entre guillemets, les filles, les petites filles, c'est-à-dire l'arabe et l'hébreu moderne, vous voyez bien que la mère, qui est la langue africaine, vous voyez bien que les filles essayent de parler comme la mère et ils respectent la mère et ils parlent la même langue. Nous, on est passé par les hiéroglyphes et regardez, si on regarde la Bible et le Coran, tout est confirmé. Que voulez-vous faire? Égyptologue, kémite, lexicologue, etc., etc. On vous prouve que l'analyse des hiéroglyphes, notre analyse des hiéroglyphes est tout à fait correcte et même trop bonne. Et encore, pour les sceptiques, on va encore pousser la chose encore un peu plus loin, c'est l'extrait de papyrus de Berlin, hyper connu sur Ammon-Ra, même si nous n'avons étudié que Ammon, mais Ra est associé à Ammon pour les égyptologues, donc c'est Ammon-Ra. Regardez ce qui est dit sur ce papyrus en question. À toi l'acclamation, ô Ammon-Ré, le radieux seigneur des devenirs multiples d'aspects. Multiples d'aspects. On continue plus loin. Soleil né du ciel, qui crée la terre, qui crée les eaux, son hiéroglyphe et les montagnes. Sur sa tête, souvenez-vous, il y a une couronne en espèce également de montagne. Ça, c'est quelque chose qui s'élève. Regardez, c'est marqué dans son papyrus, en tout cas le papyrus qui a été traduit, le papyrus de Berlin. Et ensuite, on va un peu plus bas, le puissant au nom multiple, le puissant en nombre multiple, le puissant représenté, souvenez-vous, par le hiéroglyphe du damier, par le hiéroglyphe de la foule, par le hiéroglyphe de la troupe.
le puissant aux noms multiples. Et regardez encore plus bas, aux bras vigoureux, les bras vigoureux, toujours le damier, le bras vigoureux, seigneur de la force, le bélier, prompt à la colère, également le bélier, l'irritable, qui terrasse ses ennemis, encore un de ses hiéroglyphes, il parle de lui-même, et encore plus bas, qui engendre, engendrer l'eau, la plume, souvenez-vous, engendrer tous les hommes, multiplier, engendrer tous les hommes, la représentation de l'homme de Ammon, l'unique, le fort qui fait vivre et qui ne se lasse pas, extrait du papyrus de Berlin. Donc vous voyez bien que notre analyse est, magistrale. Excusez-moi. Vous avez vu que nous avons fait un excellent travail sur le hiéroglyphe de celui que vous appelez Ammon-Imen. Nous sommes passés par la traduction directe de chaque hiéroglyphe. Nous avons déjà vu que nous sommes allés beaucoup plus loin que les égyptologues. On les a même, entre guillemets, un peu démolis. On a démoli l'égyptologie de par les hiéroglyphes. Et ensuite, on est passé également, on vous a montré la Bible et le Coran, pour vous dire que voilà, pour ceux qui aiment bien, qui sont toujours sceptiques, qui ne comprennent, entre guillemets, pas grand-chose, entre guillemets, sans les critiquer. Et ensuite, nous sommes aussi partis, regardez, dans le papyrus de Berlin, pour vous montrer que toute notre analyse qu'on a fait du début jusqu'à la fin est correcte par rapport au papyrus, est correcte par rapport à la Bible et le Coran. Que voulez-vous encore de plus? Franchement, que voulez-vous encore de plus? Concluons. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Les hiéroglyphes de Ammon, M17 plus Y5 plus N35, plus pourquoi il est représenté comme un bélier, plus pourquoi il est représenté comme une oie et un canard. On a tout vu dans cette vidéo. Donc, MN, MNT, MB, MPT, KK, KMN, KNG, KLNG, KM, MSS, SS, MBL, LSL, KL, etc., etc. Donc tout ça, c'est l'histoire d'Ammon. Tout ça, c'est l'histoire de Ammon. Nous sommes partis juste en traduisant chaque hiéroglyphe, sans même passer par un seul papyrus. Vous vous rendez compte du travail? Nous sommes passés par les hiéroglyphes. Là, la vidéo a duré quasiment 2 heures. Mais on aurait pu s'attarder juste sur un seul hiéroglyphe. Mais vous n'imaginez pas tout l'étendue qu'il y a juste en essayant de traduire un seul hiéroglyphe. Ça va extrêmement loin. Donc l'homme, le protecteur, le roi, l'intelligence, la sagesse, celui qui sévit, celui qui bâtit, celui qui met en forme, celui qui multiplie, etc. Celui qui engendre, etc. etc. L'homme noir, le caché, bon bref. Là, ouais, ça va très très loin pour celui que j'appelais Ammon-Imen. Donc, dire qu'il s'appelle juste Ammon-Imen, donc ça c'est la version grecque, la version latine, la version arabe d'aujourd'hui, Ammon, Amen, Amin, etc., etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça lorsqu'on regarde les langues hiéroglyphiques, les langues mères, les langues africaines. Ça veut dire Mpatou, on peut l'appeler Mpatou, on peut l'appeler Mbou, on peut l'appeler Congo, on peut l'appeler Kama, on peut l'appeler Kam. Ça va extrêmement loin. C'est très très profond. Ça va extrêmement loin, cette affaire. Ok, donc ceux qui aiment dire oui, il s'appelle Ammon-Imen, si vous dites qu'il s'appelle juste Ammon-Imen, c'est que vous n'avez pas compris la profondeur des hiéroglyphes. Effectivement, dire Ammon-Imen, c'est juste, effectivement, c'est les filles, c'est le grec, c'est le latin, c'est le français qui parlent, etc. Bon, on peut comprendre. Ok, bon, Ammon-Imen, etc. Mais ça va extrêmement loin, ce hiéroglyphe en question. Ok, donc c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo, pour bien vous expliquer comment fonctionnent les hiéroglyphes, et c'est encore absolument rien du tout, même si je trouve qu'on a fait une excellente vidéo. On est allé en profondeur. Je pense que cette vidéo va être assez difficile à comprendre pour certaines personnes qui ne maîtrisent pas trop l'étymologie. C'est un peu compliqué. Et les langues africaines, etc. c'est aussi compliqué. Je peux comprendre. C'est vrai que cette vidéo est beaucoup plus complexe que les vidéos que nous faisons d'habitude. Mais bon,
nous étions obligés de partir dans cette profondeur en question pour que vous compreniez la profondeur des hiéroglyphes. Donc, bien sûr, qu'on dit Mpatumbu, Congo, Kama, etc., ça c'est dans les langues qui Congo, Lingala. On aurait pu aller en Wolof, on aurait pu aller en fond, du côté du Bénin, on aurait pu aller du côté de Douala, on aurait pu aller aussi du côté du Swahili, etc., etc., hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas, là on a pris Kikongo Lingala, certes, on aurait pu prendre toutes les langues africaines, hein, bien sûr, hein. Donc ça, comprenez-le très bien, ok? Waouh, partie 2. Nous avons vu la partie 1 déjà, on vous l'avait dit, Assyrien, Jardin d'Éden, plus les 4 fleuves mythiques décrits dans la Bible. Ça, nous avons déjà vu, on a déjà démoli déjà les cartes religieuses extrêmement facilement. Et là, on aborde cette fameuse partie 2, j'avais hâte de la commencer. Et la voici. Donc, où sont en réalité les Madianites, Syriens, Mésopotamie, Babylone, les Perses et Médès? Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire? Et oui, on vous ment, on vous ment, on vous ment tous les jours. Madianite ou Médianite, c'est la même chose. Vous allez voir que déjà en français, que veut dire médiane? Que veut dire une médiane? Donc je vous laisse répondre pour la prochaine vidéo, que veut dire médiane en français déjà. Donc rien qu'en disant ça, vous trouvez automatiquement, en tout cas vous trouvez, non, mais ça vous montre l'emplacement d'où sont les Madianites. Donc ils aiment bien mettre les Madianites en Arabie, mais vous allez voir que c'est pas du tout son emplacement. Les Syriens, on a déjà trouvé les Assyriens, donc les Syriens sont à côté, c'est logique, c'est biblique si vous regardez bien, bien sûr. La Mésopotamie, traduit par le pays des 2 fleuves, ils aiment bien le mettre là-haut, là, j'aime bien dire là-haut, vers l'Iran, la Libye, etc. Pardon, pas la Libye, mais vers l'Iran, l'Irak, etc. Là-haut, là. Mais vous allez voir que c'est pas du tout là. C'est pas du tout là. C'est pas du tout là-bas, la Mésopotamie. Babylone, extrêmement facile à trouver. C'est la plus facile à trouver. C'est plus facile que Madianite. C'est bon. Babylone, c'est extrêmement facile. En plus, le pire, c'est que même dans les cartes d'aujourd'hui, il y a encore une trace du nom de Babel, Babylone. Et je ne sais même pas si les gens l'ont vu. Il y a encore une trace. Mais voilà. Mais dans les anciennes cartes, on vous montre où est Babylone. Et ça a disparu. Mais vous allez voir que c'est extrêmement facile. Et les Perses et Médès. Oh là là. Alors là, ça va fâcher du monde. Ça va fâcher du monde. Les Perses et Médès. Qui vous a dit que les Perses étaient en Iran? Qui vous a dit que les Perses et les Médès étaient en Iran? Ça, c'est l'histoire. Mais est-ce que vous êtes parti voir en réalité si les Perses et les Médès sont en réalité là-bas? Est-ce que vous êtes parti voir? Ah, mystère. Et vous allez voir que les Perses et les Médès, ce n'est pas en Iran. Et bon, donc je vais voir si dans la prochaine vidéo je pourrai tout faire parce que ça va être très 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 intéressant. Vous voyez bien que mes vidéos sont assez longues quand même. J'aime bien expliquer tout en profondeur pour bien que vous compreniez, même si je sais très bien que nous sommes critiqués logiquement parce que les gens ne sont pas contents, mais ça c'est pas très grave, mais on va essayer d'aller en profondeur à chaque fois, je vais essayer d'aller en profondeur à chaque fois, donc je sais pas si je vais faire tout, là j'annonce, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura les Madianites et Babylone, car c'est les choses qui sont les plus faciles, je mettrai Syrien et Mésopotamie si j'ai le temps, Perse et Médès, ça demande un peu plus de sagesse, donc voilà, mais bon voilà, donc j'espère que le contenu vous a plu. Je sais très bien que ça a été extrêmement lourd aujourd'hui. Ça ne va pas être facile pour tout le monde de comprendre les hiéroglyphes, mais vous inquiétez pas, ce sera aussi, pas vous inquiétez pas, mais la prochaine vidéo des hiéroglyphes, je sais pas ce qu'on va faire, peut-être Amenet, Anubis, je verrai, ou Gunzu. Il y a aussi des hiéroglyphes qu'on va aussi étudier, des hiéroglyphes que même l'égyptologie n'a pas réussi à traduire, c'est-à-dire ils mettent point d'interrogation. C'est aussi très intéressant de regarder pourquoi il n'y arrive pas. C'est aussi ma passion également, hein. Je vais aussi vous la faire partager, de comprendre des hiéroglyphes complexes que les égyptologues n'arrivent pas à traduire. Ok, donc ça, on va le voir aussi également. Donc, je vous dis à la prochaine. Étudions, étudiez. Ciao, ciao.